Salut Boba. Bah ouais. Et aujourd'hui, on va faire un nouveau jeu de rôle. Alors, on va jouer à Chronique des Féales. Donc, alors de ce que j'ai bien retenu dans Chronique des Féales, surtout ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a des apostrophes dans tous les noms. Comme ça donne un genre, quoi, licence poétique. Par exemple, tu croques une pomme, eh ben il faut dire tu sais apostrophe roque une p apostrophe homme. Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur... je vois qu'il y a l'écran, hein, donc on peut dire que voilà, il y a une grande ville, voilà, très très gothique, avec un château noir où doit vivre quelqu'un de pas très sympa. Et puis il y a des monstres, voilà, particulièrement hideux qui rôdent, qui sont issus de nos cauchemars. Et puis ce qu'on peut voir, c'est que dans cet univers de dark fantasy, les gens sont en train de se désagréger, c'est la réalité elle-même qui part en cacahuète. Voilà, donc on joue des frères avec des mimétiques, c'est-à-dire que grosso modo, chaque joueur joue joue le même personnage, mais voilà, une sorte de clone, quoi. Euh, Et voilà, c'est un univers dans lequel, en fait, il vaut mieux se méfier des humains que des monstres, en fait. Les véritables monstres sont les humains, tu vois. Le monstre, il est dans la lumière, tandis que la personne à qui le personnage parle, eh bien, est plutôt dans l'ombre. Qu'est-ce que je peux te dire aussi Tac, voilà, donc il y a plein de clans que tu peux choisir. Le griffon, la licorne, le phénix. Et puis tu peux rencontrer un maître négociant tarasséen, un baron chimérien, un pirate aspic. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, petit boba? Bah. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah. Comment ça? J'ai pas lu le livre? Oui, enfin, c'est vrai, mais on va découvrir ensemble. Bah. Bon, il est pas content, mais c'est quand même ce qu'on va faire. Salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires. Aujourd'hui, on va parler du sujet, je pense, qui va me mériter de me faire totalement cancel de la rôlistosphère. Voilà, c'est peut-être la dernière vidéo avant que ma chaîne disparaisse. Je vais peut-être recevoir des menaces de mort et tout. Mais bon, comme je suis con comme con comme une pelle, je vais quand même faire cette vidéo. Voilà, aujourd'hui, on va parler de maîtriser un jeu de rôle sans l'avoir lu. Ouais, tu m'as bien entendu, oui, je sais, le niveau de blasphème est intense, j'en suis absolument conscient, ou plutôt je suis inconscient, mais bon, bref. Alors, pourquoi cette vidéo Pourquoi te parler de maîtriser un jeu de rôle sans l'avoir lu? C'est quoi? Qu'est-ce qui va nous amener à cette décision? Eh bien, le problème, c'est les livres dans nos bibliothèques qui prennent la poussière. Le problème, c'est que c'est difficile de se lancer dans la lecture in extenso d'un gros livre de jeu de rôle, voire d'une gamme. Et pourquoi c'est difficile? Eh bien, déjà, c'est difficile de savoir si l'univers qu'on lit va être directement exploitable en jeu. J'envoie un article que j'ai fait qui s'appelle le lore j'adore, où en fait, il y a beaucoup de jeux qui commencent par dans les temps anciens, voilà, il y a eu d'abord eu ça et tout, ou qui te présente une géographie d'un monde que tu n'as aucune chance d'explorer dans sa totalité. Et bref, tu as l'impression que avant de commencer à jouer, tu vas devoir lire beaucoup de lore qui ne sera peut-être pas du tout exploité ou exploitable en jeu, quoi. Euh, Parce que quand bien même, si tu veux, il y aurait tous les scénarios qu'il faut pour exploiter ce lore, aussi touffu soit-il, toi tu vas commencer par en faire jouer un ou deux, quoi. Et donc avant, tu dois lire du lore qui sera peut-être pas exploitable avant une trentaine de scénarios. C'est un peu, voilà, c'est un peu frustrant par avance, quoi. Mais je sais qu'il y a beaucoup de jeux qui me sont tombés dans les mains, tombés des mains, quand j'ai commencé à les lire, parce que j'ai eu cette impression. J'ai eu ça avec Yggdrasil, avec Symbaroum, mais avec plein d'autres, hein, voilà, quoi. Pour te citer ceux-là. Déjà, typiquement, quand un jeu de rôle commence,
par la chronologie ou par les dieux, c'est un peu red flag pour moi, quoi. J'ai un peu du mal à poursuivre ma lecture, même beaucoup de mal. Pourtant, je m'estime comme étant quand même un bon lecteur, quoi. Je lis en moyenne un livre par semaine. Voilà, je suis pas un intense lecteur, mais je suis quand même considéré comme d'après le milieu d'édition, d'après les sondages qu'ils font, un livre par semaine, tu es considéré comme gros lecteur. Et malgré ça, voilà, j'ai du mal à taper dans les bouquins de JDR, voilà, en tout cas dans le format classique de bouquins de JDR, tu vois, 300 pages, je sais pas, si tu prends Chronique des Féales, par exemple, c'est que le tome 1, hein, donc il y a 2 tomes, voilà, on a 300 pages, format 4, hein, donc format 4, donc ça veut dire en plus, mais c'est en police 2,5, je te raconte pas, donc en fait c'est l'équivalent de 600 pages d'un roman, hein, et il faut bien, voilà, il faut se rendre compte de ça. Bref. Il y a également les mécaniques qui représentent un coût cognitif, il va falloir les lire, les assimiler, parce que évidemment, enfin, et je le sais, je suis auteur de mécanique, donc évidemment, chaque jeu de rôle essaye d'avoir ses propres mécaniques qui sont hyper originales, qui sont pas comme les autres et tout, qui font les choses de façon totalement différente. Alors, c'est bien, mais du coup, il faut réapprendre à chaque fois, et c'est fastidieux, parce que les mécaniques de jeu de rôle, c'est pas comme un jeu de plateau où tu dois lire 3 pages pour apprendre un nouveau jeu. Là, voilà, tu vas avoir 100 pages de mécanique à apprendre, quoi. Également, on se figure aussi les difficultés à recruter un groupe consistant pour la campagne épique que ça mérite. C'est-à-dire, bon, bah, j'ai déjà passé des heures et des heures à lire un jeu, et puis ça se trouve, je trouverai jamais un groupe pour... c'est un jeu qui mériterait qu'on y joue 30 séances, et je trouverai jamais mon groupe, quoi. Moi, je trouverai jamais le temps. Bref, on peut aussi avoir des enjeux de difficulté d'engagement. Alors ça peut être lié à une neuroatypie, hein, bien sûr, hein, le fait d'avoir des difficultés à s'engager dans un livre, un peu touffu comme un jeu de rôle, quoi. Mais aussi, bah, tu peux manquer de temps, et je veux dire, c'est totalement le mal du siècle, hein, manquer de temps. Euh, Également, il y a une notion importante en art qu'on appelle la résistance. La résistance, c'est une notion qui est évoquée dans un livre qui s'appelle The War of Art. L'idée, c'est que la pratique artistique, et là, je pense que cette vidéo va approcher le jeu de rôle en tant que pratique artistique, au moins du point de vue MJ, c'est-à-dire que MJ, on va beaucoup parler là notamment de jeux avec des gros univers, hein. C'est-à-dire que je pense que cette proposition que je te fais de apprendre à maîtriser un jeu sans l'avoir lu, c'est parce que c'est l'univers qui te séduit, ou l'idée que tu t'en fais, parce que t'as pas encore lu le bouquin, c'est l'univers qui te séduit. Si c'est les mécaniques du jeu, ben en fait, mon propos ne tient pas. Voilà, c'est cet univers qui t'intéresse. Et toi, ce que tu as prévu, en tant que MJ, c'est de fournir ce que Génie appelle une performance unilatérale. C'est-à-dire que tu vas fournir une performance artistique en tant que MJ, performance artistique qui consiste essentiellement à restituer cet univers riche et flamboyant que tu as découvert dans un jeu ou dans un autre. Et donc, voilà, là pour le coup, tu es vraiment, en tant que MJ, principalement dans une pratique artistique. Et dans la pratique artistique, eh bien, il y a une friction pour s'atteler à la tâche. Pourquoi il y a une friction ? C'est parce que l'art, en fait, c'est un acte à la fois profondément dispensable, on n'est pas obligé de le faire, enfin, voilà. C'est exigeant d'un point de vue technique, d'un point de vue expression de soi, d'un point de vue cognitif, c'est chronophage, et c'est aléatoire en termes de récompense, c'est-à-dire en termes de récompense monétaire, bon bah, t'es vraiment pas sûr de vendre ton art, bon en plus si t'es LG, de toute façon ça va être gratuit, et c'est aussi aléatoire en termes de récompense sociale, c'est-à-dire que pour le cas de l'art classique, eh ben tu sais pas du tout si tu vas avoir la reconnaissance que tu recherches, et puis pour le cas du jeu de rôle, tu sais même pas si ta table va apprécier, quoi. Peut-être que tu vas investir des heures et des heures et des heures à maîtriser un jeu et que derrière
Tata va dire oui, oh c'est bof, moi je préfère quand même les royaumes oubliés, enfin bon, voilà. Donc tout ça fait qu'il y a une friction que tu vas devoir surmonter pour t'atteler à la tâche. Cette friction peut être surmontée par la discipline, mais aussi par tout un tas d'astuces cognitives ou de techniques de lâcher prise. Et commencer à maîtriser un jeu de rôle sans l'avoir lu fait partie justement de ces astuces cognitives, de ces techniques de lâcher prise qui vont te permettre d'éliminer la friction et de commencer à jouer à ce jeu sans trop d'efforts préalables. Alors, ton objectif, le résultat que tu vas viser en maîtrisant un jeu sans l'avoir lu, il va être forcément différent que l'objectif que tu aurais en maîtrisant un jeu de rôle en l'ayant lu. Hein, de toute façon, il faut que tu admettes que l'expérience va quand même être différente. Donc pourquoi tu veux maîtriser un jeu de rôle sans avoir lu? L'idée, c'est de rendre honneur à ce jeu qui dort depuis trop longtemps dans ta bibliothèque. Chronique des Féales, à mon avis, ça avait pas loin de 10 ans qu'il est dans ma bibliothèque. Mindjammer, je crois que ça... 18... Ça avait pas 10 ans, mais ça faisait déjà 7-8 ans hein, quand même que je l'avais, quoi, facile, quoi. Et ainsi de suite. Le fameux Hearthstone que je te montre depuis longtemps, là c'est pareil, ça fait partie c'est des jeux que j'ai dans ma bib depuis très très longtemps, quoi. L'idée c'est que tu vas planifier le plus rapidement possible un one shot ou une campagne en table ouverte. Donc on se focalise sur le jeu, pas sur les joueurs, ni sur leurs besoins d'expérience partagée ou de développement du personnage. Pourquoi Parce que justement, on veut s'y mettre, on veut jouer au jeu. Pour le coup, c'est quelque chose d'assez égoïste cette fois-ci. C'est-à-dire que moi, en tant que MJ, je veux jouer à ce jeu. Si je commence à essayer de réunir un groupe qui est prêt à s'engager sur 30 séances et tout, eh ben, je vais pas y arriver. Donc, si je fais une table ouverte, si je suis prêt à changer, en fait, je vais enchaîner les one-shots. Je parle de campagne en table ouverte, mais moi, dans mon cas précis, c'était même plutôt j'enchaîne les one-shots dans le même univers, quoi. Ça fait que des petits bouts. Et ça me dérange pas de changer de joueur à chaque fois. Et en plus, si tu veux, le besoin d'expérience partagée des joueurs, vu que tu vas jouer quelque chose qui va pas être extrêmement canon, c'est pas quelque chose que tu peux promettre. Donc voilà, on est sur une expérience centrée MJ et pas centrée joueur. Alors bien sûr, tes one shots ils peuvent être très très cool, mais tu vas mettre de côté ces préoccupations de joueurs qui sont l'expérience partagée ou le développement d'un personnage tout au long d'une campagne. Parce que par exemple, moi, quand je fais des one shots, je peux avoir tendance à changer les pré-tirés d'un one shot sur l'autre, avoir des pré-tirés qui soient adaptés au one shot que je veux faire. L'idée, c'est que tu vas te baser sur tes a priori sur le jeu pour le maîtriser sans avoir lu les règles, ni le lore, ni même les scénarios. Donc tu vas jouer, en fait, ce que j'appelle, c'est que tu vas jouer ton fantasme du jeu plutôt que la lettre du jeu, quoi. Et, bien sûr, cette campagne ou cette succession de one-shot, tu vas la faire évoluer au fur et à mesure de ta lecture. C'est-à-dire que, ton run de one shot, il va durer évidemment plusieurs semaines, quoi. Et donc entre temps, t'auras peut-être le temps de repicorer des petits passages dans le bouquin, puis peut-être qu'au moment, t'auras carrément fini de le lire, quoi. Et donc évidemment, tu vas réétalonner ta maîtrise et que ce soit l'univers ou les mécaniques au fur et à mesure, quoi. Ok. Alors, je vais te dérouler maintenant un peu toutes les techniques que j'ai pour maîtriser un jeu de rôle sans avoir lu, et tu verras qu'une bonne partie de ces techniques sont même valables si tu n'as même pas acheté le jeu. C'est-à-dire, voilà, t'as même pas le jeu chez toi, tu peux quand même commencer à le maîtriser, voilà, sans l'avoir à la maison. Donc d'abord, tu vas faire un survol, une prélecture du jeu. Par exemple, Chronique des Féales, je le fais avec toi, parce que je l'ai pas ouvert, hein, Chronique des Féales, en vérité. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on cherche, évidemment, la table des matières. Ça, c'est le plus important dans une prélecture, quoi.
Bon, clairement, je vois dans un tas de matières qu'il y a des créatures importantes qui se dégagent, hein, l'aspic, le basilic, le caladre et tout. Il y a une notion de néant, de monde invisible. euh, voilà, commerce et monnaie, quelques personnages. Bon, bon, voilà, bon, évidemment, ce qui va être super intéressant dans ma prélecture, c'est bien sûr la carte. La carte, euh, bah, toutes les illustrations, bah voilà, ça c'est de l'information très rapidement digeste, qui vont tout de suite me donner une ambiance. Pour le coup, pourquoi pas aussi dans le cadre de ma prélecture, voilà, me focaliser sur sur les petits encadrés, hein. En fait, plus il y a des petits bouts de texte, plus c'est intéressant à exploiter, quoi. Je vais aussi lire des critiques du jeu. Ces critiques vont me faire remonter les points saillants. Euh, Moi, je te conseille de t'intéresser aux mots bizarres dans le jeu, c'est-à-dire les mots qui sont pas ordinaires, euh, parce que généralement, et c'est ces mots bizarres dont tu dois essayer de trouver le sens en premier, parce que c'est souvent là où est l'originalité du jeu, c'est dans le vocabulaire spécifique. Euh, voilà, et rapidement, pour te hyper, tu vas lister comme ça les 4-5 axiomes de l'univers que tu voudrais placer dans ta première partie. Donc, par exemple, pour Mindjammer, voilà, Mindjammer, un jeu de rôle transhumaniste de Sarah Newton. Donc j'ai fait une campagne comme ça de, je crois, 6-7 one-shot dans cet univers, quoi, et je n'ai toujours pas fini de lire le livre de base, hein. Oui, c'est vrai. Euh, Eh bien, j'avais noté la communalité, ça c'était un truc très important. Grosso modo, c'est du transhumanisme. La communalité, c'est une espèce d'expansion coloniale humanoïde, on va dire, quoi, avec des valeurs soi-disant utopistes. Euh, Il y a le transhumanisme, autre point important dans Mindjammer, quoi. Euh, les vaisseaux, parce que les vaisseaux dans Mindjammer, ils sont conscients, c'est eux qui sont des relais pour la noosphère, donc ça c'est très cool. Les planètes, il y a un côté planète opéra intéressant dans Mindjammer, on sent qu'il y a quand même un soin qui est apporté à décrire les planètes un peu dans le détail et tout. Euh, il y a la noosphère, qui est une espèce d'internet à l'échelle galactique et tout. Et il y a le langage Gestalt. Alors ça, c'est un peu un détail, hein, c'est pas du tout abordé. En fait, dans le bouquin de base, qui en fait, je me suis découvert que c'était juste le livre du bonheur. Donc en fait, c'est même pas censé être suffisant pour jouer. Il faudrait au moins le livre du joueur, parce que en fait, quand t'as ça, tu peux même pas créer de personnage. Et pourtant, hein, c'est une brique, hein. Ouais, ça fait de presque 400 pages à 4, et je ne peux même pas jouer en fait avec ça. Voilà, donc j'avais trouvé, soit c'était je pense une interview de Sarah Newton, l'autrice, elle parle notamment du langage Gestalt, qui est une espèce de langage pratiqué par certains extraterrestres ou certaines IA, où chaque mot contient une encyclopédie de sens. Je trouvais ça fascinant. Voilà, ça fait partie des mots bizarres en fait. Il y en a d'autres, il y a plein de mots bizarres intéressants dans Mindjammer. Les Eidolon, par exemple, qui sont des mémoires, des agrégats de mémoire numérisés, voilà. Et Mindjammer, c'est vraiment typiquement le parfait exemple de jeu où les mots bizarres sont là où l'intérêt du jeu est présent et l'originalité du jeu est présente. Ensuite, donc voilà, t'as ici tes axiomes. Honnêtement, déjà, quand t'as 5-6 axiomes et que t'as vaguement une idée de ce que c'est, pour moi, tu peux déjà commencer à jouer. Avec 5-6 axiomes, c'est parti, quoi. Tu peux faire au moins un one-shot à l'aise. Après, bien sûr, tu vas voir si tu peux trouver des aides de jeu. L'aide de jeu la plus intéressante, ça va être de trouver des pré-tirés. Si tu peux avoir des pré-tirés, c'est vraiment génial. Essaie de voir si tu peux trouver des scénarios courts, c'est-à-dire pourquoi pas tenter de maîtriser un scénario, même sans avoir lu le jeu, quoi. Quitte à faire un petit peu de recherche quand il y a des termes du scénario qui te paraissent bizarres, quoi. Si tu peux trouver des explications des règles, un résumé des règles en une page, en deux pages, c'est top. Des mood boards, c'est-à-dire
des collections d'images dans l'univers qui sont un peu proches de l'univers du jeu, ça c'est pépite aussi. Et puis alors, si tu peux trouver ça, c'est génialissime. Si tu peux trouver un wiki de l'univers ou un wiki du jeu, c'est très très bien parce que la navigation te sera beaucoup plus facile dans un wiki. Et de toute façon, la prochaine vidéo sur le thème de l'infodump, ah oui, bon, c'est pas très grave, mais ouais, je t'ai pas expliqué, c'est la deuxième vidéo d'une série sur l'infodump, sur l'information de masse, et je me rends compte que j'ai pas du tout expliqué ça. Voilà, on va parler d'information de masse et de comment on la traite, comment c'est à la fois intéressant mais aussi rebutant, et comment on la traite, comment on découpe ce sandwich pour avoir quelque chose de fascinant. Donc voilà, on est parti pour une longue odyssée au sujet de l'information de masse. Mais bon, alors tu vois, on est déjà à mi-parcours. Et donc la prochaine vidéo, on va dire comment maîtriser un jeu de rôle à partir de Wikipédia ou d'un wiki. Donc je t'expliquerai plus en détail cet aspect-là. Voilà, aussi ce que tu peux prévoir en fait, parce qu'il y a des choses qui sont plus faciles à... Tu peux prévoir dans ton roster de livre à livre, en fait, des fictions qui sont dans le même genre narratif. Par exemple, bon, je vais te faire un petit aveu, et bon, c'est trop tard, je l'ai lu qu'après, mais après avoir joué ma campagne de Mindjammer, j'ai découvert un livre, c'était pour le coup, le transhumanisme, je suis pas très calé dans ce genre narratif, et j'ai lu mon premier roman qui s'inscrit dans le transhumanisme, qui s'appelle Transition, c'est un livre de Anne Leckie, et c'est évident que si je l'avais lu au moment où je maîtrisais Mindjammer, ça m'aurait donné vraiment énormément d'idées pour Mindjammer, parce qu'il y a beaucoup de choses dans Transition de Anne Leckie qui sont super intéressantes, et qui sont tout à fait intégrables dans Mindjammer, quoi. Parce que en fait, il est fort possible que tu aies plus de facilité à lire des romans que à lire un austère livre de jeu de rôle. Donc voilà, peut-être que avant de commencer de lire le livre de base, tu peux lire 2-3 romans qui s'inscrivent dans le même genre narratif, ça va te hyper, te donner de l'inspiration et tout, donc c'est vraiment bon à prendre. Et pareil, il est possible que tu aies plus de facilité à consommer du contenu audiovisuel, donc podcast, vidéo, et donc dans ton roster de podcasts et de vidéos, tu vas te mettre en priorité des contenus qui portent sur le même genre narratif, voire même si tu en trouves carrément des contenus qui portent sur le jeu, que ce soit des chroniques, des entretiens ou éventuellement des actual plays, quoi. Ça évidemment ça va t'inspirer de fou. Bon, à ce stade, je pense que c'est obligatoire que tu aies déjà une idée d'un premier scénario à jouer. Ce scénario ce premier scénario que tu vas faire jouer, tu vas pas le faire jouer avec les mécaniques du jeu. Bah oui, tu les as pas encore lu. Tu vas le faire jouer en FKR, c'est-à-dire un peu en sans règles, hein, pour simplifier. Je te renvoie à ma vidéo sur les FKR pour que tu découvres plus ça en détail. Éventuellement, tu peux jouer à la Théatrix. La Théatrix, c'est un jeu où on a des personnages qui ont des compétences chiffrées, mais c'est MJ qui décide si ces personnages réussissent ou ratent. Donc le score de compétences, ça donne juste une estimation probable, mais de toute façon, MJ peut toujours, pour des raisons dramatiques, dire que tu rates, même si tu as un haut score dans la compétence, quoi. Et je pense que voilà, Théatrix, c'est un très bon format pour commencer à jouer un jeu. Ça permet à MJ d'avoir la main sur le canon, de pas trop se soucier de l'équilibrage, c'est-à-dire voilà, je te fais un pré-tiré, je lui donne ses scores de compétences, ça donne une idée qu'il est particulièrement balèze dans des trucs, mais même s'il est à 80% en rayon laser, si à un moment j'estime que là il est face au grand méchant et tout, il gagnera pas son combat au rayon laser, quoi, mais ça me permet de gérer tous les combats contre menu fretin, ok, t'as 80% en rayon laser, tu passes à travers les Stormtroopers sans problème, quoi. Et voilà, et franchement, ça suffit. De toute façon, c'est pareil. Toujours pareil. Ta présentation de... Ah, je pense qu'on manque d'un terme, en fait. Parce que je parle souvent dans mes vidéos de présentation de la partie. De pitch de partie, quoi.
un pitch pour être, ouais, voilà, on va pas un terme. Mais grosso modo, le pitch de partie, il est vraiment très très important. Je pense que c'est nécessaire que tu avertisses ta table que, bon voilà, je vous préviens, j'ai pas lu le jeu, on va jouer une idée du jeu, quoi, une ambiance du jeu, quoi. Et à partir de là, même des systèmes très arbitraires comme Théatrix vont être acceptés dans le sens où on est là pour explorer le canon esthétique, on n'est pas là pour jouer les mécaniques à la lettre. Ou sinon, tu peux utiliser un système de règles que tu maîtrises et que tu vas adapter au mood du jeu. Voilà, ton système générique préféré fera très très bien l'affaire, quoi. Hein. Il y aura une vidéo où je te propose moi-même un système générique qui est fait justement pour jouer à la volée, adapté de l'univers de ton choix, qui s'appelle tu n'as besoin qu'un D6, un D20 et ton cerveau pour jouer. Voilà, ça arrive très bientôt puisque ça fait partie de cette série sur l'infodump. Ok, alors... Au niveau de ton scénario, écrire ton scénario, moi je te conseille d'adopter la structure du scénario en matrice. Voilà, c'est une structure de mon invention. Je t'ai déjà expliqué dans la vidéo sur comment écrire un scénario, ainsi de suite. C'est une structure qui a plein d'avantages. L'avantage c'est que le temps que tu vas y consacrer est très modulable. Tu peux faire ton scénario en matrice en 5 minutes, tout comme tu peux y passer 2 heures si tu as envie de creuser à fond dans toutes les directions. Et c'est une structure qui est adaptable. Enfin, comme c'est une structure que tu peux évoluer, c'est-à-dire que tu peux étoffer l'écriture de ton scénario au fur et à mesure. Eh bien, si tu progresses dans ta lecture, tu peux amender ton scénario au fur et à mesure, l'augmenter et tout. Voilà, je pense que la structure scénario en matrice est très très bien pour commencer, quoi. Voilà. Au niveau des personnages, moi je te conseille vraiment de faire jouer des pré-tirés, bien sûr si tu en trouves. Si tu en trouves pas, il va falloir que tu en crées. Si tu as pas le temps d'en créer, tu fais tu fais jouer en FKR, tu vois, ou en Théatrix, donc avec des règles simplifiées, tu vois. Tu sais, à la limite, tu fais quasiment du laser in feelings, quoi. Je sais pas. Mindjammer, par exemple, je pourrais donner... allez, t'as 2 statistiques, je dirais, c'est transhumanité et technique, quoi. Donc la transhumanité, c'est le fait que tu dépasses l'humanité classique, et puis technique, ce serait ta capacité de t'interfacer avec les machines, et à commander aux machines et tout, à tirer au pistolet, tout ce que tu veux, et puis en fait, tu ferais tout avec ces 2 compétences. Alors bien sûr... on perd énormément de granularité par rapport aux mécaniques qui sont proposées dans le jeu. Mais à nouveau, on est là pour démarrer à toute vitesse. Donc, je vais faire un set de pré-tirés avec une description en 3 lignes et tout, puis un score de transhumanité, un score de technique, et puis ça va suffire, quoi. Basta. Voilà, mais bon, si t'as des pré-tirés officiels, utilise-les. Même si t'as pas lu les règles, en fait, parce que ces pré-tirés vont t'inspirer, quoi. Tu peux très bien jouer en FKR, des pré-tirés officiels, c'est-à-dire t'as des scores de compétences, tu sais pas quel dé on lance et tout, et bon, le simple fait d'avoir des scores aux compétences, ça te permet quand même de bien situer le personnage. En plus, généralement, tu vas avoir des équipements, des historiques dans le pré-tiré. Donc, il y a énormément d'informations qui sont exploitables, quand bien même tu n'utiliserais pas les mécaniques officielles. Et évidemment, ces pré-tirés, ça permet que les joueurs aient des personnages canon accurate, c'est-à-dire des personnages qui soient dans le canon, quoi. Parce que... si toi tu maîtrises pas bien l'univers et qu'en plus tu laisses les joueurs faire les personnages, des personnages de leur choix, voilà, ça devient vite du grand n'importe quoi. Bon, pendant le parti, tu vas quand même utiliser le livre de jeu un peu comme un livre ergodique, c'est-à-dire, je sais pas, les personnages disent « Allez, on part se réfugier dans une planète », là, sur Mindjammer, j'ai le plan du système, et puis je peux juste aller trouver des planètes, il y a des planètes qui sont décrites, c'est que j'essaie d'en trouver une, hop, ok, pas de souci, vous arrivez sur la planète Zukimu A2, les pics cristallins de Zukimu A2 crèvent son atmosphère, laquelle abrite une espèce très rare d'êtres plasmiques surnommés les chantres.
En plus, on est dans l'ergodicité à l'état pur, parce que les chantres, il y a une entrée, page 329. C'est des êtres qui ressemblent à des méduses volantes, et ainsi de suite, et tout. Et puis comme ça, par saut de puce, tu vois, je découvre le livre, tu vois, en même temps que je le maîtrise. Il y a un petit exercice de fluidité à avoir. Euh, mais bon, je le rappelle, en fait, ta table n'est pas censée t'en vouloir parce que tu passes un petit peu de temps le nez dans le bouquin. C'est normal, c'est même ce que font des MJ avec des jeux qui sont pour autant déjà lus et maîtrisés et tout, hein. Donc c'est normal, ça arrive tout le temps que MJ soit né dans son bouquin, et que toi tu sois né dans ton bouquin pour découvrir des informations dont tu n'avais jamais pris connaissance jusqu'à présent, ça fait pas tellement une grande différence, donc pas de stress, pas de pression, je pense que la table va très bien accepter. Je te rappelle qu'il y a des techniques pour avoir une lecture... une découverte du jeu un petit peu plus immersive, bah, c'est déjà de pas trop verbaliser tes inquiétudes, tes questionnements, dire attends, faut pas dire attends, dans quelle planète pour y arriver? Non, on est poker face et tout, je dis hop, tu restes, tu dis ah, ok, vous arrivez dans une planète, hop, tu feuillettes, tu sors le nom de la planète, tout ça. Ah bah là, vous êtes aux confins de Garadine, dans l'octant de Galatar, tu vois, et ta table, elle a pas besoin de savoir que tu viens juste d'ouvrir une page complètement au hasard, quoi. Et si tu dois lire des descriptions, je te rappelle le principe de la lecture préalable. Tu lis d'abord très rapidement le texte dans ta tête, seulement ensuite tu le lis en haute voix. Ça permet d'avoir une lecture beaucoup plus fluide et en ayant vraiment l'air sûr de soi, quoi. Voilà. Donc on utilise le livre comme comme un livre ergodique pour découvrir des notions au fur et à mesure qu'on en a besoin. Si tu dois faire des descriptions, moi je te conseille de faire des descriptions haïku, c'est-à-dire des descriptions très courtes, très simples, 2-3 images fortes. Ça permet de poser une ambiance, sans trop se mouiller non plus, sans trop développer l'univers en détail. Je trouve aussi que l'avantage de la description haïku, bon bah, en plus de gagner du temps, voilà, on perd pas trop de temps à décrire les mondes et tout, ça évite aussi, en fait, quand tu commences à partir dans une description un peu longue, eh ben, tu risques de te faire attaquer de questions, en fait, par les joueurs. Ah oui, mais alors, du coup, c'est quoi la gravité dans ce monde, machin et tout. Quand tu dis que je fais une description très simple, laconique et tout, bah, en fait, il n'y a pas ce réflexe-là n'est pas activé chez les joueurs. Pourtant, voilà, c'est à la fois assez immersif, mais on n'est pas en mode, ok, réflexion tactique, ok, on veut tout savoir sur cet univers, machin et tout, sur cette planète dans laquelle on vient d'embarquer. Là, tu risques vite d'être, de faire, c'est toi en tant qu'MJ, tu vas faire écran bleu, tu vas dire, je ne sais pas, je n'ai pas l'information que vous voulez. Je parle souvent d'écran bleu côté joueur, mais voilà, évidemment, quand tu n'as pas lu le bouquin de jeu de rôle en avance, c'est toi en tant qu'MJ qui risque de faire un écran bleu. Le mieux, c'est d'éviter les situations qui pourraient t'amener à faire écran bleu. Alors, qu'est-ce qui se passe si je te présente, les joueurs experts. Et ouais, moi je connais par cœur le monde de Mindjammer. J'y ai joué plein de fois, j'ai lu les livres, je connais tout. Ah, qu'est-ce qu'on fait si on a ce type de joueurs? Et en plus j'ai maîtrisé. Comment on fait là, du coup, si on a ce type de personnes à cette table, les joueurs expertes? Eh bien, pas de panique. En fait, c'est pas du tout un problème. L'idée, c'est qu'il faut les mettre de son côté, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être franco. De toute façon, vaut mieux être franco quand tu lis le bouquin, quand tu maîtrises sans avoir lu le bouquin, il faut le dire, quoi. Et si t'as un joueur expert, tu vas dire, bah, aide-moi, en fait. C'est-à-dire que c'est moi qui vais te poser certaines questions sur l'univers, voire sur les mécaniques, et toi, tu vas m'aider, tu vas m'aiguiller. Et c'est comme ça, par exemple, que j'ai fait une campagne de Vampire la Mascarade, alors que je n'ai jamais lu Vampire la Mascarade. Eh ben, c'est parce que c'était mes joueurs qui m'orientaient, en fait, tout simplement, et ça s'est très bien passé. Voilà. Alors, ton ou tes premiers scénars, moi je te conseille quand même de les faire dans la bordure de l'univers, voilà.
pas dans les points les plus chauds et tout, où la moindre action peut rentrer en interférence avec la timeline ou avec le canon et tout. Donc vaut mieux aller dans la bordure, voilà, bordure de l'univers, quoi. Et les personnages, vaut mieux que ce soit des personnages qui soient plutôt ignorants du lore, donc par exemple des migrants ou des amnésiques. Voilà, ça c'est parfait. C'est parfait pour démarrer, quoi. Parce que bon, si tu leur fais jouer des personnages qui eux-mêmes sont censés être experts de l'univers, bah évidemment les joueurs ils vont te bombarder de questions sur l'univers auxquelles tu ne sauras pas répondre. Ça c'est un peu embêtant. Alors, au fur et à mesure que tu fais comme ça cette campagne de one-shot, tu vas quand même poursuivre ta lecture. Peut-être qu'au bout d'un moment, peut-être même tu auras fini de lire le bouquin. Et évidemment, tu vas te rendre compte que ce que tu as dit au début de ta campagne est totalement incohérent par rapport à ce qu'il y a réellement dans le bouquin. Comment tu fais Bon, bah déjà, si tu as fait une série de one-shot, c'est juste pas grave en fait. C'est pas grave du tout, puisque bah en fait c'est comme si on faisait un jeu différent à chaque fois, quoi. Et donc, tu vas juste dire, bon bah, l'univers a changé, quoi. L'univers a changé, peut-être même que t'as pas les mêmes personnes à ta table, donc de toute façon, ça n'a aucune gravité. Tu peux aussi, voilà, tu peux utiliser des retcons, c'est-à-dire des continuités rétroactives, c'est-à-dire trouver une explication narrative qui expliquerait les incohérences. Voilà, je sais pas si c'est un peu casse-gueule à faire, mais bon, ça peut être une solution aussi. Ces retcons, tu peux même les prévoir dès le départ. Par exemple, dans le cas de Mindjammer, je pourrais très bien dire que la noosphère dans son ensemble, donc en fait la psyché collective des gens, a été piratée, ce qui fait que ce qu'on pensait être vrai sur un bout d'univers, en fait, n'est pas vrai, et les gens se réveillent comme d'un long sommeil, on se rend compte qu'en fait, non, c'était comme ça depuis le début et tout. Voilà, donc ça, c'est une sorte de continuité rétroactive que j'ai prévue dès le départ, tu vois. C'est un fusible que j'ai, c'est au cas où je dois changer l'univers, et ben je dis oui, mais en fait c'est parce que la noosphère a été piratée et donc les informations que vous aviez précédemment sur l'univers n'étaient pas vraies. Voilà. Ou sinon, bah tu peux très bien dire c'est pas grave, tout ce que j'ai fait jouer donc avant d'avoir fini de lire les livres, c'était une première campagne. Une fois que j'ai fini le livre, j'arrête cette première campagne et j'en démarre une nouvelle qui, elle, va être totalement canonique. Pour finir avec ça, au début de la vidéo, j'avais parlé de jouer le fantasme plutôt que de jouer la lettre du jeu. Et en fait, des fois, eh ben, le fantasme est plus intéressant. Je vais prendre l'exemple de Fading Suns. Fading Suns, qui est un jeu de space opéra. Donc, ça faisait un moment, en fait, que je voulais faire du space opéra. Bon, ça date d'il y a 20 ans, cette histoire, mais bon, bref. Et donc je vois Fading Sun en boutique et ça me semble, ah bah super, j'ai un jeu pour faire du space opéra, c'est génial. Je prends Fading Suns et avant de le bouquiner, peut-être même avant de l'acheter, j'avais commencé à faire des notes de campagne. Oui, alors on voit qu'il y a une planète avec tel truc, puis il y a telle révélation. Jean Paul, ce que j'avais fait, c'était très inspiré Métabaron et tout, donc j'avais fait des notes de space opéra complètement over the top, des trucs complètement fous, quoi. Et quand j'ai lu Fading Suns, je me suis rendu compte que mes notes de campagne, elles étaient très très éloignées de ce que Fading Sun proposait, quoi. Qui est, bon, Fading Suns, après j'ai lu que le livre de base, hein, donc peut-être que... Mais quand tu lis le livre de base de Fading Suns, bah déjà il y avait un truc que j'avais pas hyper anticipé, c'était le côté médiéval qui est quand même très présent dans Fading Suns. Mais c'est même pas ça le problème, c'est que Fading Sun reste un jeu de space opéra assez sage en fait. Assez sage, j'étais loin de mes fantasmes, entre guillemets, où j'avais prévu des trucs complètement dingues et tout. Alors attention, je suis pas en train de... C'est pas un plaidoyer pour te dire que ce qui est original, ce qui est fou, ce qui est gonzo a plus de valeur que des narrations un peu plus génériques, un peu plus sages, un peu plus académiques. C'est pas du tout ça. Je dis juste que c'est un exemple pour te dire que finalement, moi, je préférais ce que j'avais fantasmé sur Fading Suns que ce que j'ai trouvé en vérité. Et du coup, en l'occurrence, j'ai un peu renoncé à mes fantasmes pour jouer Fading Suns dans le texte, mais si c'était à refaire, je me dis que peut-être j'aurais mieux fait
de garder mes fantasmes, de les incorporer à Fading Suns et tout, et ça aurait peut-être été beaucoup plus préférable de trahir Fading Suns au profit, voilà, de mes fantasmes de MJ. Alors je dis fantasme, il n'y a rien d'érotique hein, dans ce que je dis, mais voilà, comment j'ai rêvé, en fait, ce que j'avais rêvé de l'univers, finalement, m'intéressait plus que ce que l'univers était vraiment. Alors après, on en revient à ce fameux débat expérience partagée versus York Gloranta ou Ilvari, quoi. Bon, bah t'as compris que là, dans mon approche, on est quand même plus dans le côté York Gloranta ou Ilvari, c'est-à-dire que je ne vais pas évidemment promettre, il est hors de question de promettre à mes joueurs une expérience canonique de Mindjammer, de Fading Sun, c'est pas ça. Ça va être ma version, ma bouillie, un peu ce qu'on appelle ma potée casucienne. Une potée casucienne, c'est quand tu prends l'univers d'un jeu, les règles d'un autre, les scénarios d'un autre, tu vois. Bon, voilà, c'est un peu ça, quoi, que je propose. Mais au final, bah voilà, c'est les campagnes de Mindjammer, la campagne de Mindjammer que j'ai faite était vraiment, vraiment très cool. Euh, et malgré tout le respect que j'ai pour Sarah Newton et son travail, eh ben c'est pas du tout certain que je me serais autant amusé si j'avais joué à Mindjammer dans le texte. Enfin, après, j'ai fait jouer des scénarios officiels de Mindjammer qui étaient très très cool, j'ai fait jouer à peu près à la lettre. Euh, mais les scénarios perso que j'ai fait, je les aimais aussi beaucoup beaucoup. Je suis pas sûr que j'aurais pu retrouver exactement la même ambiance si j'avais fait le jeu à la lettre. Parce que, notamment, tout simplement, quand t'as pas lu le jeu, tu peux te permettre une certaine folie. C'est-à-dire que moi j'ai fait des scénarios one-shot de Mindjammer où à la fin l'univers, un aspect majeur de l'univers est totalement anéanti quoi. Et c'est pas grave quoi. C'est en fait l'idée de jouer un peu l'univers comme une voiture volée quoi. Ce que peuvent évidemment pas tellement se permettre les livres de base en fait structurellement, c'est très très rare qu'un univers te propose des scénarios qui fassent tabula rasa l'univers en disant voilà, vous pouvez tuer ce gros méchant là, ce gros méchant principal de l'univers, ben vous allez le buter à la fin du scénario. C'est très très rare. Euh, Ou alors faut que ce soit à la fin, tu vois, c'est pas lors d'un premier scénario et tout. Moi j'aimais bien Monostatos pour ça, où tu pouvais quand même dès le départ dire on va jouer un one shot de Monostatos où on va tuer Monostatos quoi, et voilà quoi. Et puis bah c'est pas grave, la prochaine partie Monostatos on va rebooter quoi, on va refaire un scénario, peut-être on va être sur des enjeux beaucoup moins importants et c'est ok quoi. Il y avait peu de jeux, il y a peu de jeux tels que Monostatos qui prennent des risques comme ça de faire des tabula rasa qui ont une approche voilà succession de one shot plutôt que campagne, où évidemment la campagne, il y a des notions pour que l'univers soit solide, soit stable et tout, et donc les menaces importantes qu'on te présente, bah, elles seront indéboulonnables, et ça finalement, en termes de liberté des personnages, pas forcément gratifiant, quoi. Bon, après, ceci dit, mes joueurs, là où j'ai fait le scénario de Mindjammer, où j'avais tout défoncé, mes joueurs étaient déçus, voilà, parce qu'ils se disent, ah mais comment ça se fait qu'on a pu tuer le grand méchant de l'univers, on est un peu choqué, mais bon, c'est une question d'habitude, je pense que c'est une question d'habitude un petit peu à balayer, quoi. Ce côté recherche de l'expérience partagée, ce côté on est habitué à des univers stables, qui peuvent pas bouger, qui peuvent pas être chamboulés, tout, on va jouer un peu dans les marges, un peu dans les interstices, ces petites espèces de liberté qu'on nous laisse dans tout cet univers prescrit. Bon bah voilà, moi je suis un peu plus... tu vois, on tire la nappe, hein. Avec un peu de chance, les couverts vont rester en place, mais si tout tombe par terre, c'est pas grave, on va redresser la nappe pour la prochaine partie, puis tout ira bien. Et pour finir, je vais vous laisser avec Petit Bois et Grand Bois, qui vont vous jouer une scène d'Hamlet, acte 2, scène 2. Que lisez-vous, monseigneur? Des mots, des mots, des mots, des mots.